Quelle tradition familiale avez-vous réalisée était en fait illégale? Ma mère m'a maintenue plaquée au sol pendant que mon père organisait mon mariage avec un homme dangereux bien plus âgé. Alors, je me suis enfuie et j'ai tout dénoncé. Maintenant, des années plus tard, elle est malade et me supplie de revenir parce que je suis de la famille. Dans ma famille, les filles étaient mariées dès l'apparition de leurs premières règles. Peu importait que tu aies 12, 13 ou 14 ans. Le sang signifiait que tu étais prête pour un mari au moins 3 fois plus âgé que toi. J'ai grandi avec cette idée, donc dans ma tête, ça ne paraissait pas si terrible jusqu'à mes 11 ans, quand j'ai vu ma cousine Mia m'être promise à un homme de 43 ans seulement 3 jours après ses premières règles. Ses 2 précédentes épouses étaient mortes avant leurs 20 ans. Cette nuit-là, j'ai décidé d'arrêter de manger correctement. Pas parce que j'étais grosse, pas parce que je détestais la nourriture, mais parce que j'avais remarqué que les filles les plus maigres de la famille étaient les dernières à avoir leurs règles, et je savais que c'était ma seule chance. J'ai appris plus tard que le corps a effectivement besoin d'une certaine quantité de graisse pour déclencher la puberté. Lol. Les autres filles m'appelaient squelette, mais je m'en fichais. Les filles de mon âge étaient déjà promises à des hommes qui avaient des enfants plus âgés qu'elles. Ça n'empêchait pas qu'on continue à me former pour devenir une bonne épouse. Tous les vendredis de 1h à 10h du matin, on m'obligeait à servir les repas aux hommes de la famille pendant des heures, sans dire un mot. Et bien sûr, si je faisais un contact visuel ou le moindre bruit en servant, je recevais 10 coups de ceinture. On me forçait à tenir des casseroles brûlantes sans gants de cuisine pour endurcir mes mains trop douces pour le travail au fourneau. Et chaque soir, ma mère m'étalait de la crème dépigmentante sur tout le visage pour que je sois belle. À part ma grève de la faim secrète, j'étais la fille parfaite. Je jouais le rôle sans jamais me plaindre et je parlais toujours avec enthousiasme de mon futur désir d'avoir des enfants. Mais à 14 ans, toujours sans règles, j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Pour le contexte. Nous vivions aux États-Unis tout ce temps, lol. Ma mère avait réussi à nous convaincre que tout cela était normal et que toute fille qui refusait ça finirait seule, moche et inutile. Jusqu'au jour où une prof m'a forcée à venir la voir parce que j'avais mis un t-shirt à l'école par erreur et qu'elle avait vu à quel point j'étais maigre. Quand elle est sortie pour aller aux toilettes, elle avait oublié de verrouiller son tiroir. Dedans, il y avait des livres sur les lois sur le mariage, des brochures intitulées Tes droits en tant que jeune adolescente et quand la culture devient un crime. En lisant, ma mâchoire cesse de décrocher. C'était la première fois qu'on m'expliquait que le mariage avant 18 ans était illégal. Pas d'exception culturelle, pas de faille avec le consentement parental. J'ai volé la brochure la plus fine, je l'ai cachée dans ma ceinture. Pendant les semaines qui ont suivi, quand mes parents pensaient que je dormais, j'ai mémorisé chaque page. Numéro de la protection de l'enfance, CPS, adresse de refuge, les phrases exactes qui déclenchent un signalement obligatoire. J'ai appris que les profs, les conseillers et les médecins étaient tenus par la loi de signaler tout soupçon de maltraitance. Alors j'ai créé un groupe de compétences d'épouses dans l'abri de jardin de mon oncle. 6 petites cousines qui n'avaient pas encore saigné, toutes désespérées d'échapper à leur destin. Là, je leur ai enseigné ce que j'avais appris. Quels profs étaient des signalants obligatoires, comment prononcer les mots qui déclenchent une enquête. On répétait en chuchotant. On me force à me marier. J'ai seulement 13 ans. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et à 15 ans, mon corps m'a trahi. Le sang est arrivé pendant que je préparais le petit déjeuner, traversant ma robe blanche. Le cri de joie de ma mère a fait accourir toutes les femmes de la maison. Elle rayonnait, m'embrassait les joues, me disait que j'avais de la chance. Avant la fin de la journée, mon père avait déjà choisi mon mari. Ahmed Habibi, un magnate du bâtiment qui avait enterré 2 épouses dès qu'elle avait atteint 23 ans. Insuffisance rénale, disaient les certificats de décès. Les femmes chuchotaient que c'était à cause de trop de grossesses trop jeunes. 2 jours plus tard, ma cousine Anna, une fille du groupe de l'abri de jardin, a eu ses règles aussi. En quelques heures, elle était promise à un homme de 51 ans qui collectionnait les épouses comme des trophées et qui avait 8 enfants plus âgés qu'elle. J'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux pendant qu'il négociait son prix de la mariée comme si elle était du bétail. Cette nuit-là, je lui ai glissé mon carnet. Tous les numéros de refuge, tous les faits légaux, tous les itinéraires d'évasion que j'avais mémorisés. Demain, lui ai-je soufflé, dit à la prof de sciences les mots exacts que je t'ai appris. Ses mains tremblaient quand elle a pris. Et toi? Mon mariage n'est que dans 2 semaines. Je vais trouver une solution, ai-je répondu, la voix tremblante. Mais je me trompais. Cette nuit-là, on a frappé à la porte. C'était la protection de l'enfance. Le visage de mon père est passé de la confusion à la fureur quand ils ont posé des questions sur Anya, sur les mariés mineurs, sur les mariages forcés. Il voulait parler à toutes les filles de moins de 18 ans de la famille. Dès qu'ils sont partis, la famille s'est refermée comme une meute de loups. Dans leurs yeux, quelqu'un avait enseigné aux filles des mensonges, quelqu'un avait empoisonné leurs esprits innocents avec la propagande occidentale. Ils ont retourné la maison entière pour trouver le coupable. Mon journal a été découvert dans l'abri de jardin en moins d'1 heure, rempli de numéros de téléphone et d'articles de loi. Mon père l'a brûlé devant tout le monde en me traitant de malade, contaminée, et mon préféré. Un cancer qu'il fallait extirper. Le mariage aura lieu demain,
a-t-il annoncé, avant qu'elle ne détruise quelqu'un d'autre. L'aube est arrivée trop vite. Dans 1 heure, il viendrait m'habiller en rouge et or pour me livrer à un homme qui avait déjà tué 2 jeunes filles. Mon estomac se retournait quand j'ai entendu des pas s'approcher de ma porte. J'ai attrapé le sac plastique que j'avais caché quelques jours plus tôt. Quelques vêtements de rechange, les adresses de refuge que j'avais réécrites de mémoire, et les 20 $ que j'avais volés dans le sac de ma mère, 1 $ à la fois pendant des mois. La poignée de la porte a tourné. J'ai serré mon ventre et me suis plié en deux, laissant échapper un gémissement qui n'était pas entièrement fin. Ma mère est entrée, déjà habillée de ses plus beaux vêtements pour le jour de mon mariage. « Lève-toi » a-t-elle ordonné. Le coiffeur arrive dans 30 minutes. J'ai gémi plus fort, les mains pressées contre mon abdomen. « Maman, quelque chose ne va pas. » Mon ventre elle a froncé les sourcils, s'approchant prudemment. Dans notre culture, une mariée malade est un mauvais présage. « Qu'est-ce que tu as mangé ?»« Rien » ai-je haleté, titubant vers la porte. « Il faut que j'aille aux toilettes tout de suite. » Elle m'a attrapé le bras. « Tu y es allé il y a 20 minutes. »« S'il te plaît » ai-je supplié, laissant les larmes couler sur mon visage. La peur rendait ça facile. « Ça fait tellement mal » elle m'a lâché avec dégoût. 5 minutes. Les tatis attendent. Je suis sortie dans le couloir en titubant, mon sac caché sous ma grande chemise de nuit. Une fois dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et je suis immédiatement montée sur la cuvette des toilettes. La dalle du plafond que j'avais desserrée des semaines avant a bougé facilement. J'ai fourré le sac dedans, puis j'ai vraiment utilisé les toilettes pour faire du bruit convaincant. 3 minutes sont passées. J'ai tiré la chasse, fait couler les eaux, puis j'ai mis encore plus fort. « Maman, je n'arrive pas à arrêter son poing à cogner contre la porte. Ouvre cette porte. »« Je ne peux pas » ai-je pleuré, remontant sur les toilettes. La petite fenêtre au-dessus était peinte hermétiquement depuis des années, mais je l'avais travaillée avec un couteau à beurre volé à la cuisine. « S'il te plaît, juste 1 minute, coup plus fort. » Plusieurs voix maintenant. Mes tantes l'avaient rejointe. J'ai poussé le cadre de toutes mes forces. La peinture a craqué, puis a cédé. L'air frais du matin est entré. L'ouverture était minuscule, faite pour la ventilation, pas pour s'échapper, mais des mois de sous-alimentation m'avaient rendue assez petite. « Elle met trop de temps. » a tonné la voix de mon père. « Défoncez-la. » J'ai récupéré mon sac dans le plafond et l'ai poussé par la fenêtre en premier. Puis je me suis hissée, les épaules rappant contre le cadre. La porte a tremblé sous les coups de boutoir. Mes hanches se sont coincées. J'ai mordu ma langue pour ne pas crier, me contorsionnant sur le côté. La serrure a éclaté au moment où mes jambes passaient enfin. Je suis tombée de 2 mètres sur l'herbe humide. Cheville tordue, mais pas cassée. Derrière moi, les cris ont explosé dans la salle de bain. J'ai couru pieds nus, chemise de nuit battant au vent. J'ai traversé la cour arrière et me suis engouffrée chez les voisins. Des chiens aboyaient. Des lumières à détection de mouvements s'allumaient. Je continuais à courir. Notre quartier était un labyrinthe de maisons identiques habitées par des familles de notre communauté. N'importe laquelle m'aurait ramené sans poser de questions. J'ai coupé à travers la cour des Hassan, passé la piscine des Mahmuds, contourné le cabanon des Salles. Un moteur de voiture a rugi derrière moi, puis un autre. Il s'était mobilisé vite. Je me suis cachée derrière les poubelles des Abdullah pendant que les phares balayaient la rue. La voix de mon cousin Omar a porté dans l'air du matin. Vérifiez chaque rue. Elle n'a pas pu aller loin. La grande route était à 3 pâtés de maison. L'arrêt de bus à 4. J'avais répété cet itinéraire 100 fois dans ma tête, mais jamais pieds nus. Jamais avec le cœur qui cognait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Je slalomais entre les maisons, utilisant les voitures garées comme couverture. Mes pieds laissaient des empreintes sanglantes sur le béton. Un morceau de verre s'est planté dans mon talon, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un cri de mon cousin Karim sur la gauche. Une voiture a déboulé au coin. Je me suis jetée dans les rosiers de Madame Chen, les épines déchiraient ma chemise et ma peau. Elle n'était pas de notre communauté. Peut-être qu'elle ne me reconnaîtrait pas. Je boitais à travers son jardin arrière et suis arrivée dans la ruelle. L'arrêt de bus est apparu juste au moment où le bus du matin s'arrêtait. Je suis sortie d'entre les bâtiments en agitant frénétiquement les bras. La conductrice, une femme noire âgée, a vu mes pieds ensanglantés et ma chemise de nuit déchirée et a tenu la porte ouverte. Je suis montée et me suis figée. Pas d'argent. Dans la panique, j'avais laissé les 20 $ dans le sac. « S'il vous plaît » ai-je murmuré. « Il faut juste que j'aille au centre-ville. Je vous rembourserai, je le jure. » Une vieille dame au premier rang s'est levée, a mis la somme exacte dans la machine. « Assieds-toi, ma petite. » Elle n'a posé aucune question, m'a juste guidée jusqu'au siège à côté d'elle et m'a tendu des mouchoirs de son sac. Le bus est reparti au moment où la voiture d'Omar déboulait sur le parking. Je me suis baissée sous la fenêtre, mais pas avant d'avoir vu son visage déformé par la rage. La dame à côté de moi s'est légèrement déplacée pour me cacher. On a roulé en silence jusqu'au centre-ville, où elle m'a glissé un billet de 10 $ dans la main avant de descendre. «
Quoi que tu fuis, a-t-elle murmuré, n'y retourne jamais. Le palais de justice était un immense bâtiment que je n'avais vu que par les fenêtres de voiture. Je boitais à travers les portiques de sécurité, laissant des empreintes sanglantes sur le marbre. Les agents de sécurité se sont regardés, mais ne m'ont pas arrêté. L'employé du tribunal de la famille, une femme d'âge mûr aux yeux doux, m'a vue et a contourné le comptoir. Ma puce, tu as besoin de soins médicaux? Ordonnance de protection d'urgence, ai-je soufflé les mots que j'avais mémorisés. J'ai 15 ans. On me force à me marier aujourd'hui, s'il vous plaît. Elle m'a installée sur une chaise et m'a apporté les formulaires. Où vas-tu habiter? Il nous faut une adresse pour l'ordonnance. J'ai récité l'adresse du refuge de mémoire, en priant qu'il ait de la place. Mon téléphone, oublié dans le sac, n'arrêtait pas de sonner. Maman, papa, Omar, puis des numéros inconnus. Les messages vocaux s'accumulaient sans que je les écoute. Je savais ce qu'ils disaient. Déshonneur, honte, malédiction, cancer. L'employé m'a aidé à remplir les papiers, son visage devenant de plus en plus sombre à chaque détail. Épouse précédente morte à 23 ans. Insuffisance rénale à cause de grossesses trop nombreuses et trop précoces. Cérémonie de mariage forcée prévue aujourd'hui. Attends ici, a-t-elle dit avant de disparaître dans un bureau. Elle est revenue avec un juge qui a lu ma demande directement dans le hall. Accordé, a-t-il dit. Ordonnance d'urgence effective immédiatement. Audience complète dans 2 semaines. J'ai serré le papier comme une bouée de sauvetage et suis ressorti en boitant. Le refuge était à 12 pâtés de maison. J'en ai fait 3 avant de me souvenir qu'il risquait d'être complet. L'appel a confirmé ma crainte. Nous sommes absolument complets. On peut te mettre sur liste d'attente pour jeudi. Jeudi. Dans 3 jours. Je n'avais nulle part où aller pendant 3 jours. C'est là que j'ai pensé à Madame Rodriguez, la prof qui m'avait montré ses brochures, qui avait oublié de verrouiller son tiroir ce jour-là. Peut-être qu'elle ne l'avait pas vraiment oublié. 3 bus et 2 heures plus tard, j'étais devant le lycée Jefferson. On était samedi, ça aurait dû être désert, mais sa voiture était sur le parking. Je savais qu'elle venait parfois le week-end pour corriger dans le calme. Je l'ai trouvée dans sa salle, stylo rouge à la main, pile de copies à côté d'elle. Elle a levé les yeux et lâché son stylo. Mon Dieu! Elle a contourné le bureau en quelques secondes, voyant mes pieds en sang, ma chemise déchirée, l'ordonnance de protection serrée dans mon poing. Assieds-toi, ne bouge pas. Elle est revenue avec la trousse de secours de l'infirmière et a commencé à nettoyer mes pieds. C'est seulement là que j'ai vraiment pleuré. Des vraies larmes, pas celles feintes de la salle de bain. Ils allaient me forcer à l'épouser aujourd'hui, ai-je sangloté. Il a déjà tué 2 épouses. J'ai obtenu l'ordonnance, mais le refuge est complet et je n'ai nulle part où aller et il me cherche. Elle a sorti son téléphone. Ligne d'urgence de la protection de l'enfance. Ils doivent te placer quelque part en sécurité. Mais la voix au bout du fil n'était pas encourageante. 15 ans, il nous faut plus de preuves de danger immédiat. Une ordonnance de protection basée sur des déclarations ne suffit pas. A-t-elle été physiquement violentée? Le visage de Madame Rodriguez s'est assombri. Elle a du verre dans les pieds à force d'avoir couru pieds nus. Elle est couverte de coupures. Les blessures auto-infligées pendant la fuite ne comptent pas. Il nous faut des preuves de maltraitance de la part de la famille. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, Madame Rodriguez a répondu. Allô? Son visage est devenu blême. Monsieur Habibi? Non, votre fille n'est-ce quoi? Non, j'ai entendu la voix de mon père dans le haut-parleur. Calme, raisonnable. La voix qu'il utilisait pour les affaires, celle qui convainquait les gens qu'il était un homme respectable. Elle est malade. Problèmes mentaux. Elle a besoin de ses médicaments. Nous sommes très inquiets. Madame Rodriguez a raccroché. Comment il sait que tu es ici? Mon téléphone. Bien sûr, il pistait ma localisation. Supprime tout. Réinitialisation usine maintenant. Pendant que je réinitialisais le téléphone, elle a passé d'autres appels. Superviseur de la protection de l'enfance, travailleurs sociaux, aide juridique. Tous disaient la même chose. Sans danger physique immédiat ou preuve plus solide, leurs mains étaient liées. C'est là qu'on a entendu des portières claquer sur le parking. Madame Rodriguez a verrouillé la porte de la salle et baissé les stores. Reste silencieuse. Des pas dans le couloir. Plusieurs. Voix masculine en arabe, puis en anglais. Nous savons qu'elle est ici, a crié mon père. Son téléphone indique cet endroit. Elle est malade. Elle a besoin d'aide. Ils ont essayé la poignée, d'abord poliment, puis plus fort. J'appelle le 911, a murmuré Madame Rodriguez. Mais j'ai attrapé sa main. Attendez, laissez-moi essayer quelque chose d'abord. J'ai remonté mes manches, lui montrant les cicatrices circulaires des entraînements avec les casseroles brûlantes, les bleus de ce matin quand ma mère avait essayé de me forcer dans la robe de mariée. Puis j'ai relevé un peu ma chemise de nuit pour montrer les marques de ceinture sur mon dos, accumulées pendant des années de service du vendredi matin.
Ses mains tremblaient pendant qu'elle prenait des photos avec son téléphone. « Pourquoi tu n'as jamais montré ça à personne avant ? Je pensais que c'était normal, ai-je murmuré, jusqu'à ce que je lise vos brochures. » Elle a appelé le 911. Il y a plusieurs hommes qui essaient de défoncer la porte de ma salle de classe. J'ai une élève avec moi qui est en danger. Venez vite. Les coups contre la porte se sont intensifiés. Puis la voix de mon oncle. Nous avons ses médicaments. Elle est bipolaire, schizophrène. Elle invente des histoires. Dites à la sécurité de vérifier les caméras du parking, ai-je soufflé à Madame Rodriguez. Je suis venue seule. S'ils ont des médicaments, ils les ont apportés avec eux. Elle a appelé le poste de sécurité de l'école. Le gardien, M. Williams, a dit qu'il visionnait les images. Les sirènes de police hurlaient au loin. Les coups ont cessé. Les pas se sont éloignés rapidement. Quand les policiers sont arrivés, mon père s'était transformé. Plus l'homme enragé qui défonçait les portes. À la place, un père inquiet en costume hors de prix, tenant des flacons de médicaments à mon nom. « Dieu merci vous êtes là », a-t-il dit aux agents. « Ma fille est très malade. Elle a des délires. Elle invente des histoires terribles sur notre famille. » Les policiers nous ont séparés pour nous interroger. Un est resté avec moi et Madame Rodriguez, 2 autres ont parlé à mon père et mes oncles dans le couloir. « Elle n'a jamais pris de médicaments », a insisté Madame Rodriguez. « Je suis sa prof depuis 2 ans. Regardez ses blessures. Là, j'ai regardé mes pieds. Les coupures, les bleus, ça pourrait être auto-infligé. Si elle était en crise, vérifiez la date de délivrance de ses ordonnances, ai-je dit soudain. Si je suis si malade, pourquoi je ne suis pas dans le système ? Pourquoi pas de visite chez le médecin, pas de thérapie ? Madame Rodriguez a sorti son ordinateur portable. J'ai ses rédactions. Des mois et des mois. Elle parle des traditions familiales, des attentes culturelles, elle documente tout en filigrane. Elle les avait gardées. Chaque rédaction où j'avais caché la vérité entre les lignes. Les leçons de cuisine traditionnelle quand je parlais des brûlures, préparation au mariage quand je parlais des coups pour un regard de travers. Là je les ai lus, le front de plus en plus plissé. Pendant ce temps, M. Williams est arrivé avec les images de vidéosurveillance sur son téléphone. On voyait clairement mon père et mes oncles arriver avec les flacons de médicaments déjà à la main. Anya, ai-je dit soudain. Appelez Anna Mansour. Elle a fait un signalement hier. Elle sait tout. Mais quand Madame Rodriguez a cherché la famille d'Anna, elle a découvert qu'il avait déménagé hors de l'État ce matin même. Pas d'adresse de réexpédition. Téléphone coupé. Mon père a dû sentir que la situation tournait, car son calme s'est fissuré. Il s'est mis à parler rapidement en arabe à mes oncles, gesticulant avec colère. Qu'est-ce ce qu'il dit ? A demandé l'âge. Il leur dit d'appeler l'avocat de la famille, ai-je traduit, et quelque chose à propos du prix de la mariée qui n'est pas remboursable. C'était son erreur, parler du prix de la mariée. L'expression de l'âge s'est durcie. Monsieur, quel prix de la mariée ? Le visage de mon père s'est figé. Je me suis mal exprimé. Mon anglais, votre anglais, semblait parfait il y a 5 minutes, à noter l'âge. L'heure suivante a été floue. Plus de policiers sont arrivés. Un superviseur d'urgence de la protection de l'enfance, quelqu'un du bureau du procureur. Mon père alternait entre menaces de procès et supplications sur l'honneur familial. Mes oncles invoquaient la liberté religieuse et les droits parentaux. Mais les preuves s'accumulaient. Les rédactions, les blessures, les fausses ordonnances, les images de vidéosurveillance, l'ordonnance de protection d'urgence que j'avais obtenue le matin même. Mineur ayant formulé des allégations crédibles de maltraitance et de mariage forcé, a enfin déclaré le superviseur de la protection de l'enfance. Nous la plaçons en garde protectrice d'urgence. Mon père a explosé. Il s'est jeté vers moi en hurlant en arabe des malédictions sur le déshonneur. 2 agents l'ont maîtrisé pendant qu'il crachait des menaces sur ce qui arrivait aux filles qui trahissaient leur famille. Madame Rodriguez m'a tenu la main pendant qu'on l'emmenait. La coordinatrice de placement d'urgence est arrivée en 20 minutes. Une femme fatiguée nommée Margaret, visiblement sortie de son week-end. Elle a vu mes pieds et a immédiatement appelé un transport médical. Il faut nettoyer ces plaies correctement. Le verre doit être retiré avant que l'infection s'installe. Madame Rodriguez m'a serré l'épaule. Je te suis à l'hôpital. Tu n'es pas seule. Les urgences étaient le chaos. Samedi après-midi. Blessures sportives et accidents partout. Une infirmière m'a prise en charge rapidement, notant le verre dans le talon et les multiples coupures. Pendant qu'elle travaillait, Margaret passait des appels pour trouver un placement. Oui, je comprends que vous êtes complet. C'est un retrait d'urgence, situation de mariage culturel forcé. Non, elle ne peut pas aller en famille d'accueil classique. Oui, il faut un placement spécialisé. Chaque appel se terminait pareil. Pas de lit, pas de place, pas de disponibilité pour les cas à haut risque culturel. Madame Rodriguez faisait les 100 pas dans le petit box. Il doit bien y avoir quelque part et les maisons sécurisées ?
Tous les refuges pour femmes sont pleins, a soupiré Margaret. Les placements le week-end sont toujours compliqués, et pour ce genre de cas elle a baissé la voix. Les familles essaient souvent de récupérer les filles. Il faut un endroit sécurisé. Le médecin est arrivé pour retirer le verre, injectant un anesthésique local avant de commencer. Je me mordais la lèvre, moins de douleur que de peur. Chaque minute sans placement était une minute de plus pour que ma famille me retrouve. Attendez, a soudain dit Madame Rodriguez. Je connais quelqu'un. Une infirmière à la retraite qui travaillait avec le district. Elle a déjà fait des placements d'urgence. Margaret s'est illuminée. Elle est agréée? Appelez. Madame Rodriguez est sortie, revenue quelques minutes plus tard avec un petit sourire. Theodora Whitman. Elle est agréée pour les placements d'urgence et à l'expérience des cas de transition culturelle. Elle peut la prendre ce soir. Le soulagement m'a submergée pendant que Margaret remplissait les papiers. Le médecin a terminé les pansements, prescrit des antibiotiques. Au moment de partir, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Tu nous as tous déshonorés. Ce n'est pas fini. Je l'ai montré à Margaret, qui l'a immédiatement documenté. Il faudra changer ton numéro, et tu devras faire attention aux réseaux sociaux. Il pourrait te pister. Le trajet jusqu'à la maison de Theodora a duré 40 minutes, à travers des quartiers inconnus loin de ma communauté. Madame Rodriguez nous a suivis en voiture, refusant de partir avant de savoir que j'étais en sécurité. La maison était modeste mais bien entretenue, avec des caméras de sécurité visibles à chaque coin et une haute clôture. Theodora nous a accueillis à la porte, une femme solide d'une 60aine d'années aux yeux perçants et aux mains douces. Elle a balayé du regard mes pieds bandés et mon visage épuisé avec le professionnalisme d'une infirmière. Entre, ma grande. On va t'installer. L'intérieur était chaleureux, rien à voir avec le marbre froid et les dorures de la maison familiale. Elle m'a montré une petite chambre avec une serrure à l'intérieur de la porte. Pour ta tranquillité d'esprit, a-t-elle simplement dit. Les fenêtres ont des alarmes et j'ai des détecteurs de mouvement autour de la propriété. Tu es en sécurité ici. Margaret a terminé les papiers pendant que Madame Rodriguez m'aidait à déballer mes maigres affaires. Avant de partir, ma prof m'a glissé une carte dans la main. Mon numéro personnel. Appelle n'importe quand, jour et nuit. Cette première nuit, j'ai à peine dormi. Chaque voiture qui passait me faisait sursauter. Chaque ombre pouvait être un oncle ou un cousin venu me ramener de force. Theodora m'a trouvée assise à la fenêtre à 3 heures du matin, à surveiller la rue. Ils sont venus pour la dernière fille aussi, a-t-elle dit doucement en s'installant dans le fauteuil à côté. 3 frères et un père devant ce portail, exigeant que je leur rende leur propriété. Elle a souri sombrement. Le temps d'intervention police pour cette adresse est inférieur à 2 minutes. Je m'en suis assurée. Le dimanche, s'est passé dans un brouillard de planification de sécurité. Theodora m'a aidé à configurer un nouveau téléphone dont le numéro n'était connu que d'elle, Margaret et Madame Rodriguez. On a passé en revue les scénarios. Que faire si quelqu'un m'approchait, comment varier mes trajets, quel voisin était fiable en cas d'urgence. Demain, il faudra t'inscrire dans le lycée du quartier, a-t-elle dit. Avec l'ordonnance de protection, tu ne peux pas retourner à Jefferson. L'idée de tout recommencer était terrifiante, mais rester caché était plus important que les couloirs familiers. Le lundi matin a apporté le premier vrai test. La sonnette a retenti à 6 heures. L'écran de sécurité montrait ma tante et 2 cousines portant des plats de nourriture et affichant des visages inquiets. Nous savons qu'elle est là, a appelé ma tante dans l'interphone. Nous voulons juste parler. Sa grand-mère est malade d'inquiétude. Theodora n'a même pas répondu, elle a simplement appelé la police non-urgence. Les personnes visées par l'ordonnance de protection sont sur ma propriété. Merci. Elles sont parties avant l'arrivée de la patrouille, mais pas avant que ma cousine brandisse une pancarte face à la caméra. Nous t'aimons. Rentre à la maison. La manipulation avait commencé. L'après-midi, Margaret a appelé avec des nouvelles. Ton père a engagé un avocat. Il parle d'aliénation parentale et exige ton retour. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer, mais avec l'ordonnance de protection et l'implication de la protection de l'enfance, c'est peu probable. Mais prépare-toi au combat. Le mardi a apporté des fleurs. Un énorme bouquet déposé sur le pas de la porte avec une carte. Nos cœurs sont brisés. Pardonne-nous. Avec amour, maman. Theodora a tout photographié avant de les jeter. Documente tout, m'a-t-elle rappelé. Chaque contact, chaque tentative. J'ai commencé le nouveau lycée le mercredi, inscrite sous conditions spéciales qui scellaient mes dossiers. La conseillère, informée de la situation, m'a attribué une camarade de référence et m'a autorisé à manger à la bibliothèque si besoin. Nous avons déjà eu des cas similaires, m'a-t-elle assuré. Ta sécurité est notre priorité. Mais la sécurité semblait fragile quand j'ai vu une voiture familière sur le parking après les cours. Pas celle de mon père, il était trop malin pour ça, mais le pick-up de travail d'un de mes oncles, garé là où tout le monde devait passer.
Je suis rentrée dans le bâtiment et ai appelé Théodora depuis le bureau de la conseillère. Elle est arrivée en quelques minutes, s'est garée juste devant le pick-up et m'a escortée jusqu'à sa voiture tout en filmant avec son téléphone. Qu'il sache qu'on les voit. Qu'il sache qu'on n'a pas peur. Le jeudi, le courrier a apporté des documents judiciaires. Mon père demandait mon retour, affirmant que j'avais été lavé du cerveau par des influences extérieures et que je risquais de perdre mon identité culturelle. Margaret m'a mise en contact avec une avocate de l'aide juridique, une femme redoutable nommée Patricia qui était spécialisée dans ce genre de dossier. Tactique classique, a-t-elle dit en lisant les papiers. Ils vont invoquer la liberté religieuse, les droits parentaux, la préservation culturelle. Nous allons contrer avec le bien-être de l'enfant, les preuves de maltraitance documentées et ton propre témoignage. Est-ce que je vais devoir les voir au tribunal ? Pas si je peux l'éviter. Mais prépare-toi à cette possibilité. Le vendredi matin, la vraie escalade a commencé. Théodora m'a réveillée tôt, le visage grave. Regarde les réseaux sociaux. Ne te connecte pas, regarde juste. Sur son ordinateur portable, elle m'a montré le post Facebook public de mon père. Ma photo accompagnée d'un appel désespéré. Aidez-nous à retrouver notre fille. Elle est mentalement malade et a besoin de ses médicaments. Elle a été enlevée par des gens qui lui remplissent la tête de mensonges. Nous craignons pour sa sécurité. Les commentaires affluaient déjà. Amis de la famille qui priaient, membres de la communauté qui partageaient, certains offraient même des récompenses pour des informations. C'est de l'intimidation de témoins, a dit Patricia quand nous l'avons appelé. Il essaie de contrôler le récit. Il faut répondre avec prudence. Mais le mal était fait. L'après-midi, le post avait été partagé des centaines de fois. Ma photo circulait dans les groupes WhatsApp de la communauté avec des messages sur la fille malade qui a besoin d'aide. Puis est venue la vraie trahison. Une des filles de mon groupe de l'abri de jardin, ma petite cousine Margie, que j'avais essayé de protéger, a publié une vidéo. Dedans, elle était assise bien droite à côté de sa mère, récitant clairement des phrases répétées. Elle nous a raconté des mensonges terribles sur notre famille. Elle disait que nos parents voulaient nous faire du mal. Elle nous a rendus effrayés de notre propre culture. S'il vous plaît, si vous la voyez, aidez-nous à la ramener pour qu'elle reçoive de l'aide. Mon cœur s'est brisé en voyant ses yeux vides, sachant la pression qu'elle avait dû subir pour enregistrer ces mots. Théodora m'a serré pendant que je pleurais. Ils utilisent tout ce que tu aimes contre toi. Mais ça ne rend pas ce que tu as fait mal. Le samedi a apporté une visiteuse inattendue. La caméra de la sonnette a montré une jeune femme que je ne reconnaissais pas tenant une enveloppe. Je viens du cabinet d'avocat, a-t-elle appelé. J'ai des documents pour la mineure. Théodora était méfiante. Laissez-les dans la boîte aux lettres. Je viendrai les chercher. Mais quand la femme s'est retournée, j'ai vu son profil et j'ai étouffé un cri. C'était ma cousine Sarah, de 3 ans mon aînée, portant une perruque et des vêtements de bureau. Ne sors pas, m'a averti Théodora. Mais j'étais déjà à la fenêtre. Sarah a levé les yeux, nos regards se sont croisés. Pendant un instant, son masque est tombé et j'ai vu des larmes. Puis elle s'est reprise, a déposé l'enveloppe dans la boîte et parti rapidement. L'enveloppe contenait des photos. Ma grand-mère l'air fragile. Ma petite sûre à son anniversaire. Ma chaise vide à table, bien visible. Ma mère en train de pleurer en cuisinant mon plat préféré. Chaque image choisie pour maximiser la culpabilité. Mais la dernière photo m'a glacé le sang. C'était Anna, revenue de l'endroit où il l'avait cachée. Elle se tenait entre ses parents, une bague de fiançailles au doigt, les yeux morts. Au dos, quelqu'un avait écrit. Elle est rentrée à la maison. Elle est heureuse maintenant. Tu pourrais l'être aussi. Ils l'ont ramenée, ai-je murmuré. Ils vont quand même la forcer à l'épouser. Patricia a juré quand nous l'avons appelée. Ça complique tout. Si Anna retire sa déclaration, elle ne le fera pas, ai-je dit fermement. Regardez ses yeux. Elle a peur. La peur ne compte pas si elle refuse de témoigner. L'attaque du dimanche a été plus directe. Une voisine de Théodora a appelé pour signaler des hommes qui photographiaient la maison depuis la rue d'Enfas. Quand la police est arrivée, ils avaient disparu. Mais le message était clair. On sait où tu es. Peut-être qu'on devrait te déplacer, a proposé Margaret lors d'une réunion d'urgence. Théodora a secoué la tête. Fuir, c'est leur dire qu'ils gagnent. On reste. On documente. On se bat. Le lundi matin, audience pour l'ordonnance de protection définitive. Patricia m'avait bien préparé, mais rien n'aurait pu me préparer à entrer dans cette salle. Toute ma famille élargie occupait un côté. Tantes, oncles, cousins, leaders communautaires, tous dans leurs plus beaux vêtements, tous me regardant avec un mélange de pitié et de dégoût. Mes parents étaient au premier rang, ma mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Je me suis assise près de Patricia en essayant de ne pas trembler. L'avocat de mon père a commencé, dépeignant une famille aimante déchirée par la corruption occidentale. Il a présenté des témoins de moralité.
L'imam de la mosquée, des amis, même mon ancien pédiatre qui a témoigné que je n'avais jamais montré de signes de maltraitance lors des consultations, parce que je n'étais jamais seule avec lui, ma mère répondait toujours à ma place, ai-je soufflé à Patricia. Quand ce fut notre tour, Patricia a présenté les preuves méthodiquement. Photos de mes blessures, mes rédactions qui documentaient des années de préparation au mariage forcé, les images de vidéosurveillance où mon père arrivait avec de fausses ordonnances. Puis elle a appelé Madame Rodriguez à la barre. Ma prof est restée calme, mais j'ai vu ses mains trembler légèrement. Elle a décrit le jour où elle m'avait surprise à lire les brochures, ma perte de poids au fil des années, les rédactions qui l'avaient inquiétée. Avez-vous signalé ces inquiétudes ? A demandé l'avocat de mon père au contre-interrogatoire. J'ai d'abord essayé de créer un lien de confiance. Je pensais que si elle se sentait en sécurité, donc vous n'avez pas signalé. Vous n'avez pas respecté la loi sur le signalement obligatoire. J'ai signalé quand j'ai eu des preuves concrètes. Après l'avoir soi-disant influencée avec de la propagande anticulturelle. Patricia a objecté, mais le mal était fait. Il peignait Madame Rodriguez comme la manipulatrice. Quand ce fut à moi de témoigner, Patricia m'a demandé de me concentrer sur les faits. Les cicatrices de brûlure, les coups de ceinture, les hommes promis à mes cousines, les épouses mortes de Amu à Bibi. Ce sont des accusations graves, a dit le juge. Avez-vous des preuves de ces décès ? Les certificats de décès sont publics, a répondu Patricia. Les 2 femmes sont mortes d'insuffisance rénale avant 23 ans. Grossesse multiple. L'avocat de mon père cesse de lever. L'insuffisance rénale est une maladie. À moins que vous n'accusiez mon client d'avoir assassiné ces femmes ? J'accuse un schéma, a rétorqué Patricia. Jeune mariée, grossesse multiple, mort précoce et maintenant ils veulent lui donner une autre enfant. Objection. A crié l'avocat. Le conseil fait des déclarations incendiaires sans preuve. Le juge a rétabli l'ordre, mais j'ai vu le doute s'installer sur son visage. Sans le témoignage d'Anna, sans preuve concrète au-delà de ma parole, c'est alors que les portes de la salle se sont ouvertes. Une femme est entrée, suivie d'une travailleuse sociale de la protection de l'enfance. Elle était jeune, peut-être 25 ans, portait un hijab et marchait avec une légère boiterie. Votre honneur, a dit la travailleuse sociale, cette témoin possède des informations pertinentes pour l'affaire. Mon père Ceste Reddy. Ma mère a étouffé un cri. La femme a prêté serment et a décliné son identité. Fatima Habibi. J'étais la première épouse de Amu Habibi, a-t-elle dit calmement. Je ne suis pas morte. La salle a explosé. L'avocat de mon père a objecté frénétiquement, tandis que ma famille chuchotait avec fureur. J'avais 15 ans quand je l'ai épousée, a poursuivi Fatima une fois l'ordre revenu. À 20 ans, j'avais eu 4 enfants et mes reins lâchaient. Ma famille a dit à tout le monde que j'étais morte, mais une infirmière de l'hôpital m'a aidée à m'enfuir. Je me cache depuis 5 ans. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Quand j'ai vu les publications Facebook à ton sujet, j'ai su qu'il fallait que je vienne. Je ne pouvais pas le laisser faire à une autre fille ce qu'il m'a fait. Son témoignage a été dévastateur. Grossesse forcée trop rapprochée, coup quand elle ne tombait pas enceinte assez vite, sa famille qui savait mais préférait la réputation à sa vie. Ils préféraient dire que j'étais morte plutôt que d'admettre que leur fille avait quitté son mari. Voilà ce qui attend les filles qui tentent de s'échapper. La mort ou l'effacement. L'avocat de mon père a essayé de la discréditer, mais elle avait apporté dossiers médicaux, preuves de ses blessures, documentation des dommages rénaux, photos de la fausse tombe que sa famille avait fait construire. Quand le juge a rendu sa décision, elle était claire. Ordonnance de protection définitive. Mes parents n'auraient aucun contact. Toute violation entraînerait des poursuites pénales. Mon père cesse de lever alors que nous nous apprêtions à partir. Tu n'es plus ma fille, a-t-il dit en arabe. Tu es morte pour nous. Asseyez-vous, monsieur, a averti le juge. Mais ma mère cesse de lever aussi, ôtant son hijab dans un geste de rejet ultime. Nous n'avons pas de fille, a-t-elle annoncé. Elle est morte aujourd'hui. Sortir de cette salle a été comme traverser le feu. Les membres de la famille me tournaient le dos, certains crachaient par terre, d'autres marmonnaient des malédictions. Mais Fatima m'a doucement retenu le bras. Tu n'es pas seule, a-t-elle murmuré. Il y en a plus qu'ils ne veulent le reconnaître. Dehors, Théodora attendait, moteur allumé. Tandis que nous nous éloignions, j'ai vu ma famille se regrouper sur les marches du tribunal, mon père gesticulant furieusement au téléphone. Ce n'est pas fini, m'a prévenu Patricia. Ils vont essayer d'autres tactiques. Reste vigilante. Elle avait raison. En quelques jours, le harcèlement a évolué. Puisqu'ils ne pouvaient plus me contacter directement, ils ont trouvé d'autres moyens. Mes anciens comptes de réseaux sociaux, désactivés, ont été piratés et réactivés avec des publications sur la maladie mentale et des appels à l'aide. Des photos de moi retouchées pour me faire paraître instable ont circulé largement. Les commerces communautaires où Théodora faisait ses courses ont commencé à lui refuser le service. On ne veut pas des nuits, a dit un propriétaire, désolé. Ta fille d'accueil, sa famille est puissante. Puis sont venues les poursuites civiles. Diffamation, détresse émotionnelle, aliénation affective.
Chaque dossier sans fondement, mais coûteux à défendre. Ils essaient de nous ruiner pour nous faire plier, a expliqué Patricia. C'est une tactique classique. Le pire est venu par d'autres filles. Des vidéos ont commencé à apparaître. Cousines et amies de la famille racontant comment je les avais corrompues avec des idées dangereuses. Chaque témoignage soigneusement rédigé pour me faire passer pour une prédatrice qui ciblait les jeunes filles. Elle nous a dit que nos parents voulaient nous vendre, a dit une cousine à la caméra. Elle nous a rendus effrayés de notre propre famille. Je reconnaissais le coaching dans leurs mots hésitants, la peur derrière leurs yeux. C'étaient des filles que j'avais essayé de sauver, maintenant utilisées comme armes contre moi. Théodora a renforcé la sécurité après qu'on a trouvé des empreintes de pas dans le jardin un matin. La police n'a rien pu prouver, mais on savait que quelqu'un surveillait la maison. Tu devrais envisager le programme de protection des témoins, a proposé Margaret pendant une semaine particulièrement dure. Mais je pensais à Fatima qui se cachait depuis 5 ans. À toutes les autres filles encore prisonnières. Fuir, c'était les abandonner. Non. Je reste. Je me bats. Je leur montre que c'est possible. Le défi suivant est venu d'une source inattendue. Une femme s'est présentée à la porte de Théodora, prétendant appartenir à un service de médiation culturelle. Nous sommes spécialisés dans la réconciliation familiale, a-t-elle dit avec douceur. Peut-être pourrions-nous organiser une rencontre supervisée. Théodora lui a fermé la porte au nez, mais la femme a laissé des brochures sur le drame de la déconnexion culturelle et l'importance de l'unité familiale. Des approches similaires ont suivi. Un thérapeute spécialisé dans la réintégration culturelle, un leader religieux proposant de médier, même une parente lointaine affirmant que ma grand-mère était mourante et suppliait pour une dernière visite. Chaque tentative a été documentée, signalée, rejetée. Mais ça nous usait. Puis Patricia a appelé avec une nouvelle inattendue. Anna veut te rencontrer. Mon cœur a bondi, puis s'est serré. C'est un piège ? Je ne sais pas. Elle m'a contactée par son propre avocat. Elle dit qu'elle a des informations dont tu as besoin. La rencontre a été organisée dans le bureau de Patricia, avec sécurité. Quand Anna est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle avait maigri, les yeux ternes, elle bougeait comme si quelque chose était brisé en elle. Ils m'ont forcée à revenir, a-t-elle murmuré quand nous avons été seuls. Ils ont dit qu'ils feraient du mal à ma petite sur si je ne rentrais pas. Anya, je suis tellement désolée. Écoute, m'a-t-elle interrompue avec urgence. Il faut que tu saches. Ils préparent quelque chose. J'ai entendu mon père parler. Ils ont abandonné l'idée de te récupérer. C'est bien, non ? Non. Ses yeux se sont remplis de larmes. Maintenant ils veulent faire de toi un exemple pour montrer aux autres filles ce qui arrive quand on trahit la famille. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu parler de ton nouveau lycée et d'un message que tout le monde comprendra. Mon sang s'est glacé. Quand ? Bientôt. Peut-être cette semaine. Je suis désolée, je ne sais pas plus. Ils ne me font plus confiance. Elle m'a serré les mains. Faites attention. Change tout. Ne suis plus de routine. Ils vous surveillent, ils apprennent vos horaires. La sécurité l'a escortée dehors rapidement, mais pas avant qu'elle ne glisse un petit papier dans ma paume. Une adresse. D'autres filles, a-t-elle articulé en silence. Aide-les. Cette nuit-là, Théodora et moi avons fait des plans. Je prendrai quelques jours de congé scolaire, je varierai mes horaires, je ne serai jamais seule. Mais nous avions sous-estimé leur détermination. Mercredi matin, j'étais dans la cuisine quand l'alarme de sécurité de Théodora s'est déclenchée. Pas l'alarme périmétrique, le capteur de fenêtre de ma chambre. Enferme-toi dans la salle de bain, m'a ordonné Théodora, déjà au téléphone avec le 911. J'ai couru. J'ai entendu du verre se briser derrière moi, des voix masculines crier en arabe. Ce n'était pas mon père ni mes oncles, ils étaient trop malins pour venir eux-mêmes. C'étaient des hommes payés, des cousins éloignés ou des membres de la communauté prêts à faire le sale boulot. La porte de la salle de bain était en bois massif avec une bonne serrure, mais elle ne tiendrait pas éternellement. Je les entendais fouiller, appeler mon nom, promettre qu'ils voulaient juste parler. Police à 3 minutes, a crié Théodora derrière la porte. Tiens bon. La poignée a tremblé, puis des coups plus forts. Ils m'avaient trouvé. Sors, petite. Ne complique pas les choses. Ta famille te manque. Je me suis collée au mur du fond, cherchant n'importe quoi pour me défendre. Une bombe lacrymogène, des ciseaux dans le tiroir. Pas grand-chose contre des hommes adultes. Le cadre de la porte a commencé à se fendre. Un coup de plus et il passerait. Puis les sirènes. Magnifique, bénie sirène hurlant dans notre rue. Les coups ont cessé, pas qui court, portière qui claque. Quand la police est entrée, les hommes avaient disparu, ne laissant que du verre brisé et des empreintes boueuses. Il faut te déplacer ce soir, a dit Margaret en arrivant moins d'1 heure plus tard. Ce placement est compromis. Pendant que je faisais mon maigre sac, je pensais à l'avertissement d'Anna, à l'adresse qu'elle m'avait donnée, à toutes les filles encore prisonnières. Je veux faire quelque chose avant, ai-je dit à Théodora. Avant de partir,
je dois passer un coup de fil. J'ai composé le numéro de Madame Rodriguez. Vous vous souvenez de ces brochures? Je crois qu'il est en d'en faire beaucoup plus. Parce qu'il pouvait me déplacer, me menacer, me traquer, mais il ne pouvait pas faire taire le savoir que j'avais répandu. Chaque fille qui apprenait ses droits était une victoire qu'il ne pouvait pas annuler. La guerre pour ma liberté n'était pas terminée. Mais tandis que nous quittions la maison sécurisée compromise de Théodora pour un autre placement, je portais en moi quelque chose de plus fort que la peur. La certitude que j'avais déjà gagné la bataille qui comptait le plus. J'avais prouvé qu'on pouvait dire non, choisir autrement, survivre à leur rejet et construire une nouvelle vie. Et ce message, cet espoir, se répandrait aux autres filles, que ma famille le veuille ou non. La nouvelle maison sécurisée était à 60 km, un petit appartement au-dessus du garage d'un policier à la retraite. Margaret a expliqué qu'il avait déjà hébergé des filles dont les familles ne lâchaient pas. La sécurité était encore plus renforcée. Détecteur de mouvement, caméra, bouton panique dans chaque pièce. J'ai passé la première nuit à regarder l'adresse qu'Anna m'avait donnée. Un numéro de maison dans un quartier que je connaissais, où vivait un autre groupe de notre communauté. Encore des filles qui devaient connaître leurs options. Madame Rodriguez est venue le lendemain matin avec des cartons de fourniture. Nous avons décidé de créer des kits d'information. Pas seulement des brochures, mais des guides détaillés cachés dans des cahiers d'école, numéros de téléphone écrits comme des problèmes de maths, informations légales déguisées en devoirs d'histoire. On les distribuera via les infirmières scolaires, a-t-elle expliqué. Elles sont signalantes obligatoires et peuvent repérer les élèves à risque. Pendant que nous travaillions, Patricia a appelé. Les hommes qui avaient pénétré chez Théodora avaient été identifiés par empreinte. Cousins éloignés du côté de mon père. Mandat d'arrêt lancé, mais ils avaient déjà fui l'État. Votre famille a aussi fait appel de l'ordonnance de protection, a-t-elle ajouté. Il invoque la discrimination religieuse. Les kits ont pris 3 jours à préparer. Chacun contenait une poche cachée avec numéro d'urgence, droits légaux et plan d'évasion étape par étape. Nous en avons fait 50, sachant que la plupart seraient jetés par des parents soupçonneux. Mais si un seul atteignait une fille qui en avait besoin le jeudi, a apporté du nouveau. Une travailleuse sociale est arrivée avec une adolescente, les yeux écarquillés de peur. D'une autre famille de notre communauté, mais histoire familière. Promise à un homme de 47 ans. Ces règles étaient arrivées la semaine dernière. J'ai trouvé votre cahier, m'a-t-elle murmuré. Caché dans la chambre de ma cousine, celui avec les problèmes de maths qui étaient en réalité des numéros de téléphone. Mon cœur a bondi. L'information se répandait déjà hors de ma portée. Margaret a organisé son placement d'urgence pendant que je restais avec elle, lui expliquant ce qui allait se passer. La peur dans ses yeux s'est lentement muée en détermination quand elle a compris qu'elle avait des choix. Cette nuit-là, mon nouveau téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Ne raccroche pas, a dit rapidement une jeune voix. J'appelle du téléphone d'une amie. Nous sommes 6. Nous avons trouvé vos informations. On a besoin d'aide. J'ai attrapé un stylo, notant tout pendant qu'elle parlait en chuchotement précipité. 6 filles, 12 à 16 ans. 3 déjà promises à des hommes plus âgés. Elles se réunissaient en secret, partageant les pages de cahiers qu'elle avait trouvées. Vous pouvez atteindre des profs, des conseillers? Ai-je demandé. On essaie, mais nos parents nous surveillent tout le temps maintenant. Après ce que tu as fait, ils ont tous peur. Je lui ai donné des phrases précises à employer, nom de profs dans différents lycées qui réagiraient, lui ai fait répéter les numéros d'urgence, lui ai parlé des caméras au tribunal, comment déposer une ordonnance d'urgence. Et s'il nous attrape? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Alors tu réessaies. Et encore, jusqu'à ce que tu sois libre. Le vendredi matin, Patricia a appelé avec des nouvelles urgentes. L'avocat de ton père a déposé une motion d'urgence. Ils prétendent que tu recrutes des mineurs dans des situations dangereuses. Ils veulent des poursuites pénales pour avoir enseigné à des filles leurs droits légaux. Corruption de mineurs, ingérence dans les droits parentaux. Ça ne tiendra pas, mais c'est pour te faire peur et te faire taire. Mes gènes avaient fini d'être réduites au silence par la peur. Cet après-midi-là, j'ai rencontré une journaliste que connaissait Madame Rodriguez, spécialisée dans les histoires de droits humains. Elle avait accepté d'écrire sur le réseau clandestin de filles qui partageaient l'information, en protégeant leurs identités tout en exposant la pratique. Pas de photos, pas de vrais noms, a-t-elle promis. Mais les gens doivent savoir que ça se passe ici, en Amérique. L'article ne paraîtrait pas avant des semaines, mais savoir qu'il existerait était déjà une victoire. Le courrier du samedi a apporté une surprise. Un colis sans adresse d'expéditeur, tamponné d'un autre état. Dedans, des photos et une lettre écrite d'une main tremblante. Les photos montraient une jeune femme en tenue d'infirmière souriant à une remise de diplôme. La lettre était de Fatima. Je voulais que tu vois ce qui est possible. 5 ans à me cacher, mais j'ai construit une vie, je suis devenue infirmière, j'ai trouvé l'amour avec quelqu'un qui voit ma valeur au-delà d'être la propriété de quelqu'un. Reste forte. J'ai pleuré en tenant ces photos,
voyant la preuve que survivre pouvait mener à plus que survivre. Le dimanche a été calme jusqu'au soir, quand Margaret a appelé. 3 autres filles se sont manifestées aujourd'hui. Familles différentes, toutes citant les kits d'information. La protection de l'enfance ouvre des enquêtes. La riposte a été rapide. Le lundi matin, l'avocat de mon père a tenu une conférence de presse sur les marches du tribunal. Il m'a dépeinte comme une ado perturbée qui détruisait des familles, corrompant des enfants innocents avec l'idéologie occidentale. Plusieurs leaders communautaires se tenaient derrière lui, hochant gravement la tête. Elle cible des jeunes filles vulnérables, a-t-il dit aux caméras. Elle leur remplit la tête de mensonges sur des familles aimantes qui ne veulent que préserver leur culture. Patricia avait préparé notre réponse. Déclaration de profs, travailleurs sociaux, conseillers qui voyaient le schéma depuis des années mais ne savaient pas comment aider. Le policier à la retraite chez qui j'étais hébergée a même accepté de parler, décrivant les longueurs auxquelles les familles allaient pour récupérer les filles. Mais le vrai coup est venu le mardi. Une nouvelle vidéo est apparue. Margie encore, mais cette fois elle n'était pas seule. 4 autres filles du groupe de compétences d'épouses étaient avec elle, récitant toutes que j'avais essayé de les monter contre leur famille. Elles disaient que nos parents étaient méchants, a déclaré une fille d'un ton monocorde. Que notre culture était mauvaise, qu'on devait haïr qui on était. Je reconnaissais le coaching, le choix soigneux des mots, mais pour les étrangers c'était accablant. Naine regarde plus, m'a conseillé le policier à la retraite en fermant l'ordinateur. Ils essaient de te briser. Le mercredi, tout cesse accéléré. Patricia a appelé tôt. L'éditeur de la journaliste avait reçu des menaces légales. L'avocat de mon père parlait de diffamation, menaçait de procès gigantesques. Puis Margaret est arrivée avec une nouvelle qui m'a glacée. Une des filles qui t'a appelé la semaine dernière sa famille a découvert. Il la déplace hors de l'état de main. Laquelle ? Ai-je demandé, même si je savais déjà. Ce serait la plus âgée, la plus courageuse, celle qui risquait le plus de fuir. Samira, 16 ans. Elle devait voir une conseillère aujourd'hui. J'ai réfléchi vite. Le tribunal, si elle peut y arriver avant qu'il parte. Margaret appelait déjà, alertant les autorités. Mais on connaissait tous les statistiques. Une fois franchies les frontières d'État, les filles ressurgissaient rarement. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. Malgré toutes les protestations, j'ai insisté pour aller au tribunal. Pas à l'intérieur, trop dangereux. Mais à proximité, là où Samira pourrait me voir si elle réussissait à s'échapper. Le policier à la retraite a conduit, s'est garé d'OU, on pouvait surveiller l'entrée. 2 heures rien. Puis un van s'est arrêté et je l'ai vu. Samira, coincée entre 2 tentes, marchant vers l'entrée. Pas pour une protection, pour des documents de passeport. Il l'emmenait hors du pays. Elle m'a vu à travers la vitre. Nos regards se sont croisés une seconde. J'ai posé ma main sur la vitre, articulant un seul mot. Cours. Elle n'a pas couru. Impossible avec ses tantes qui lui serraient les bras. Mais en passant le portique de sécurité, elle a fait autre chose. Elle s'est effondrée par terre en hurlant qu'elle avait mal au ventre. Le grand classique de mon répertoire. Les agents de sécurité ont réagi, appelant les secours. Dans la confusion, Samira a attrapé le bras d'un agent. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais j'ai vu son expression changer. Il a parlé dans sa radio, et soudain plus d'agents sont apparus. Ses tantes ont essayé de la relever en disant qu'elle allait bien, mais Samira continuait de crier, s'accrochait au bras de l'âge. En quelques minutes, des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance sont arrivés. On y va, a dit le policier en démarrant. Maintenant. Tandis que nous nous éloignons, j'ai vu mon oncle sortir du van, téléphone collé à l'oreille, gesticulant furieusement. Ils en avaient perdu une autre. Le jeudi a été un tourbillon de réunions juridiques. Patricia construisait un dossier contre les tactiques d'intimidation, documentant chaque menace, chaque tentative de harcèlement. La journaliste avait trouvé un éditeur prêt à risquer les procès, et d'autres filles se manifestaient pas seulement de ma communauté, mais d'autres qui avaient entendu parler du réseau. Tu as déclenché quelque chose, m'a dit Patricia. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. Le vendredi matin, je me suis réveillée aux sirènes. Pas inhabituelles dans le quartier, mais celles-ci se sont arrêtées trop près. Le policier à la retraite vérifiait déjà les caméras. Reste en arrière, a-t-il ordonné, main sur son arme de service. Par la fenêtre, j'ai vu des flammes. Une voiture sur le parking brûlait. Pas la sienne. Une qui n'était pas là la veille. Pendant que les pompiers travaillaient, la police a trouvé quelque chose dans le coffre. Des poupées habillées en robe de mariée blanche, brûlées jusqu'à être méconnaissables. Le message était clair. On te déplace encore aujourd'hui, a dit Margaret en arrivant. Mais Jen avait assez de fuir. Non. Ils veulent que j'aie peur, que je me cache. Jen est fini de leur donner ce qu'ils veulent. La dispute a duré des heures. Finalement, compromis. Je resterai, mais avec sécurité renforcée. Agent hors service en rotation, bouton panique relié directement au 911, et je varierai mes lieux, ne dormant jamais 2 fois au même endroit.
Les nouvelles du samedi ont apporté un espoir inattendu. L'article était paru en ligne plus tôt, devenu viral en quelques heures. Des commentaires affluaient de femmes qui avaient fui des situations similaires, offrant soutien et ressources. Des organisations que je ne connaissais pas tendaient la main pour aider à étendre le réseau d'information. Mais le meilleur message est venu d'Anna. Un seul texto d'un numéro inconnu. 12 filles dans 3 États ont maintenant les cahiers. Elles en font des copies. Tu l'as fait. Le dimanche a été calme, mais je savais que c'était le calme avant la tempête. Ma famille n'accepterait pas ce niveau de défi sans un dernier coup. Il est venu le lundi matin. Pas de violence cette fois, mais quelque chose de pire à leurs yeux. Une annonce officielle dans le bulletin communautaire. J'étais officiellement répudiée, pas seulement par mes parents, mais par toute la famille élargie. Mon nom devait être effacé des arbres généalogiques, mes photos retirées des maisons. Quiconque me parlerait subirait le même sort. Dans leur monde, c'était pire que la mort. L'effacement total. Mais en lisant l'annonce, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Ils avaient joué leur dernière carte, et j'étais toujours debout. Le mardi a apporté une vague de réponses. Des filles qui observaient, attendaient, ont vu que la pire punition ne m'avait pas détruite. 3 nouvelles ordonnances d'urgence déposées ce jour-là. 2 filles ont atteint des refuges. Une a été rattrapée, mais a réussi à parler à des profs avant que sa famille ne la déplace. Le mercredi, j'ai rencontré les responsables des organisations qui m'avaient contacté. Elles voulaient formaliser le réseau, créer un vrai système de soutien avec appui juridique et maison sécurisée dédiée. On l'appellera le réseau Liberté, a dit une femme. Caché en pleine vue, comme tes cahiers. Le jeudi était la date de renouvellement de mon ordonnance de protection définitive. J'ai entré dans la salle pour la trouver bondée. Pas de ma famille cette fois, ils avaient abandonné ce combat, mais de filles et femmes qui s'étaient échappées, de travailleurs sociaux qui les avaient aidés, de profs qui avaient vu les signes. L'avocat de mon père a fait une dernière tentative, arguant que la répudiation prouvait que la famille ne voulait plus de contact. La juge l'a coupé net. La répudiation n'efface ni les menaces ni les crimes commis. L'ordonnance reste en vigueur. En sortant du tribunal, Fatima m'attendait dehors. Elle avait fait 3 heures de route pour être là, pour me montrer que je n'étais pas seule. Pas besoin de mots, juste une étreinte pendant que les photographes immortalisaient l'instant. 2 filles qui avaient refusé de disparaître. Le vendredi, le réseau Liberté a tenu sa première réunion officielle. 15 volontaires, dont Madame Rodriguez et Théodora. Nous avons planifié les routes de distribution des kits, les emplacements de maisons sécurisées, les protocoles d'urgence. Ce qui avait commencé avec des brochures volées devenait quelque chose de réel. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. Encore une fille, voix tremblante de peur et d'espoir. « J'ai trouvé votre cahier », a-t-elle murmuré. « Vous pouvez m'aider ?»« Oui », ai-je dit en attrapant mon stylo. « Raconte-moi tout. » Pendant qu'elle parlait, je pensais à toutes les filles encore prisonnières, qui croyaient encore qu'elles n'avaient pas le choix. Le réseau grandirait, l'information se répandrait. Certaines s'échapperaient, d'autres non. Mais chaque fille qui apprendrait ses droits serait une victoire. Ma famille m'avait effacée, mais j'étais devenue quelque chose qu'ils ne pouvaient pas effacer. La preuve que leurs filles pouvaient choisir autrement. Ce savoir se répandrait dans les conversations chuchotées et les cahiers cachés, grâce à des filles courageuses qui risquaient tout pour la liberté. La guerre n'était pas finie. Elle ne le serait peut-être jamais vraiment. Mais en donnant à une autre fille terrifiée les mots qui pouvaient lui sauver la vie, je savais que nous avions déjà gagné la bataille qui comptait le plus. Nous avions prouvé qu'il était possible de dire non.